Un c'est talent. parti. Bon, je vous vois plus, je lis plus le chat, donc Je te vous dirai. m'arrêtez. Je vous le dis, il y a pas mal de diapos sur lesquels on va aller vite, mais j'ai voulu montrer plein de choses. Et je suis parti du niveau débutant. Le problème, c'est qu'il y a des trucs techniques au milieu du niveau débutant. Et ça, c'est mes photos, mais il y a beaucoup de photos qui viennent d'Internet parce que les Google Pixel font de très bonnes photos, mais volent très mal. Voilà. Et si on ne les sauvegarde pas, on perd ses photos. Donc, juste un petit rappel, les sphènes, il y a 300 espèces dans le monde. Il y en a 36 représentées en France. Donc, sur 300 espèces, je suis obligé de faire des généralités, sachant que c'est hyper technique. Donc, voilà, on va être sur si vous voulez du plus technique, on verra après dans les questions. Donc, moi, j'ai pris sur des thématiques simples. Qu'est-ce que c'est la sphène? Introduction à la bryologie. Je vous ai beaucoup mis le mot bryologie et des mots techniques pour que si vous allez faire des recherches complémentaires, en fait, vous ayez les terminologies utiles pour faire vos recherches. Donc, en gros, la bryologie, c'est la science des mousses. Mais voilà. La place des sphènes dans le règne du vivant, c'est juste, on ira assez vite, mais je vais vous montrer où c'est placé dans les embranchements. Euh, Comment reconnaître les sphènes des autres bryophytes? Parce que par contre, ça, c'est un truc que je vois souvent, beaucoup sur les groupes Facebook, des gens qui ramènent des énormes touffes de mousse ou de polytriques de la forêt, pensant qu'ils ont ramené des sphènes chez eux, ou des lycopodes. Donc là, je vous ferai le petit distinguo là-dessus. Et puis, ça permettra de voir un peu les organes et les choses comme ça. Comment ça pousse? Donc, la croissance des sphènes et la reproduction des sphènes. Ça va déjà un peu plus intéresser en fait les cultivateurs parce qu'ils vont comprendre comment ça pousse. Je vais essayer, pareil, là-dessus de vulgariser parce que ça peut être un peu technique, mais c'est intéressant quand même. Et en fait, la dernière partie, je pense que c'est celle qui intéressera le plus les gens parce que c'est plus concret. Pourtant, c'est un peu plus court, mais on pourra un peu plus en discuter. Après, c'est donc ce qui est bryologie. C'est la bryoécologie. En gros, c'est où est-ce que poussent les sphènes. Parce que comme pour toutes les plantes carnivores, on a plein d'idées reçues et ça va pas vraiment être du debunking, mais on va voir un peu que c'est pas aussi simple. Et en fait, le bonus, est-ce que c'est vraiment antifongique? C'est le petit truc auquel j'ai pensé quand on parlait des roridula. Et parce qu'on entend beaucoup dire qu'il faut mettre de la sphène pour protéger ces plantes parce que c'est antifongique. Et donc, on verra ça. Allez, let's go, j'essaie d'aller vite. Donc, ça, c'est la représentation des plantes. Donc, nous, ce à quoi on s'intéresse, c'est ce qui est en vert, c'est les bryophytes. Et pour vous dire, les plantes carnivores, c'est ce qu'il y a tout à droite, c'est les angiospermes, c'est les plantes à fleurs. Euh, donc, nous, on va voir que ce qui est en vert. Et le premier de ce qui est en jaune, c'est les lycopodes. Mais voilà, c'est pour vous dire que ce qu'on va regarder maintenant, c'est très loin dans les embranchements du vivant des plantes qu'on a l'habitude de voir, en gros des plantes supérieures. On va regarder quand même le lycopode parce que j'ai déjà vu des gens prendre des photos de lycopode en disant j'ai trouvé de la sphène, donc je vous ferai la différence quand même. Il y a des petits problèmes de mise en page parce que le diaporama a été fait à moitié sous PowerPoint, à moitié sous LibreOffice présentation. Bon, il y a des petites. Mais ça donne un petit charme années 90 un peu sympa. Donc voilà. Ouais. Donc là, je vous ai pris tous les bryophytes, donc toutes les mousses. Vous avez l'arbre du vivant des mousses, et donc je vous ai pris les sphagnales entourés en rouge. En fait, l'ordre des sphagnales, l'avantage, c'est qu'il n'y a que les sphènes dedans, sauf que j'ai vu en faisant le diaporama que, en fait, depuis même pas quelques mois, il y a un débat pour diviser l'ordre en deux. Et les bryologues, donc je vous ai quand même pour vous apprendre un nouveau mot, les bryologues, c'est un vrai métier. Il y a de tout, mais donc il y a bryologues, c'est les gens qui étudient les mousses. Voilà, et donc vous pouvez être un peu comme la dame en haut, mais vous finirez probablement comme le monsieur sur l'écran d'en bas si votre passion c'est la bryologie. Et donc c'est parti. Donc la sphène c'est quoi? Donc c'est pas les entérocérotes, et ça se voit facilement. Les entérocérotes, en gros, c'est ce qui s'appelle hornworts sur cette diapo-là. C'est ce qu'on appelle en français les hépatiques.
Même si c'est très proche phylogénétiquement parlant, rien à voir. Donc aucun risque de confusion. Moi, c'est des plantes que je trouve rigolotes, mais aucun risque de confusion. On voit hyper bien la différence sur les organes reproducteurs. Là, c'est ces espèces de petites tourelles. Et il y a des hépatiques donc les marchiantophytes, c'est d'autres hépatiques. Bon, les hépatiques à feuilles, c'est pareil, ça se voit bien que c'est pas des sphènes. On va aller assez vite là-dessus. On arrive sur des mousses, des bryophytes au sens plus strict. Et ça, je vous les montre, c'est pas des sphènes. On voit un peu donc le sporophyte, bon là c'est des choses que je vous ai laissées, et le gamétophyte, je vous laisse les termes, mais on les verra plus loin. Mais en gros, c'est ce qu'il y a de plus proche physiologiquement de la sphène, et phylogénétiquement aussi, mais ça n'en est toujours pas. Et il y a des différences très sensibles dessus. On va les voir juste après. Donc là, c'est une image de sphène hyper basique, sauf que je sais que les sphènes rouges, c'est un peu bankable, ça attire un peu le monde. Donc je vous ai mis une photo d'une sphène rouge quelconque que je ne peux pas identifier comme ça. Au milieu, on voit des choses, là, je vous les montre avec la souris, là, qui ne sont pas des sphènes. Ici, c'est du polytrique. Ici, c'est des mousses au sens classique. Alors, j'ai du mal à distinguer sur cette photo. Mais voilà, nous, on va s'intéresser à ce qui est là au milieu. Et donc, l'ordre des sphagnales et ce qu'on appelle les sphagnales, c'est littéralement les sphènes. Alors, qu'est-ce que c'est les sphènes et à quoi on les reconnaît? On les reconnaît essentiellement dans la nature à ce qu'on appelle le capitulum. C'est cette partie là en haut. C'est ce qu'on peut appeler, qu'on lit parfois, on lit bourgeon apical, mais dans le langage courant, sur les réseaux sociaux, on lit aussi tête de sphène. J'ai acheté des têtes de sphène chez tel type, j'ai fait ça. Et c'est vraiment cette boule, en fait, dans la nature, c'est ce qui va permettre le plus facilement d'identifier une sphène et de la différencier d'une mousse classique. Là, à droite de l'écran, je vous ai mis une mousse classique et on voit bien qu'il n'y a pas ce bourgeon. Ce qui les différencie aussi, c'est donc la forme de la capsule qui porte les sphènes. Elle est très ronde chez les sphènes. Elle est souvent un peu plus pointue, ovale ou en forme de poire inversée chez les mousses. Et très important chez les sphènes, ce qui les distingue de beaucoup de plantes, c'est que c'est ce qui est là en bas, c'est qu'elles n'ont pas de racines. Jamais. Jamais. On verra plus loin qu'en fait, très temporairement dans leur vie, elles peuvent avoir des rhizoïdes, c'est-à-dire des espèces de mini-racines qui leur permettent de s'accrocher, mais globalement, elles n'en ont pas quand elles poussent. En fait, elles en ont quand elles sont à un stade proto-plante. Mais c'est très temporaire. Mais voilà, c'est vraiment des éléments très clés de la sphène. Comme je vous en reparlerai tout à l'heure, je vous le montre maintenant. On a deux types de feuilles, très bien identifiées chez les sphènes. Et c'est pas juste un choix artistique de les avoir fait. On a ces feuilles très denses là, perpendiculaires à la tige, euh, et ces feuilles qui descendent le long de la tige. Elles n'ont pas les mêmes fonctions. On le verra plus loin. On va pas s'arrêter là-dessus maintenant. La tige de la sphène n'est pas vascularisée. Donc c'est voilà, donc il n'y a pas de sève qui remonte et qui redescend. Et là, je vous ai laissé cette petite image parce que c'est un peu important, mais on ne peut pas rentrer là-dedans ce soir. Si on veut aller plus loin dans l'anatomie de la sphène, on en fera une autre. Mais en gros, la sphène, il y a deux types de cellules. Il y a des parois, il y a les cellules classiques des plantes avec toutes les petites organites pour faire de la photosynthèse, des collants, des choses comme ça. Et il y a de grosses cellules qui s'appellent les cellules hyalines qui se remplissent d'eau et qui sont capables de stocker une très grande quantité d'eau. Et qui peuvent se dessécher entièrement. Mais voilà, c'est l'une des caractéristiques de la sphène, c'est que contrairement aux autres mousses, quand la sphène, vous la trempez dans l'eau, elle se remplit d'eau. Littéralement, elle se remplit d'eau comme une éponge. Hop là, je vous ai mis des petites photos d'hépatiques. Alors, bah, les hépatiques, en fait, je vois pas comment on peut se tromper, hein, parce que ça ressemble. Il y a un tal là, comme ça, cette espèce de truc plat, ça ressemble un peu à aucune autre plante.
Mais on voit que les hépatiques, elles ont quand même des petits rhizoïdes. Les hépatiques dressées, c'est un peu différent, mais voilà, aucun risque de se tromper. Et c'est pareil, elles n'ont pas de capsule pour éjecter les spores. Elles ont des petites coupelles à la surface, les femelles dans lesquelles les spores se développent. Et les mâles, ils ont les espèces de petits parapluies que je vous ai montrés sur les diapos du début, et pas de cellules hyalines. Plein. Juste, je vous donne un terme générique si vous cherchez. En fait, quand vous allez lire, le problème de la sphène, c'est que c'est un peu un truc de geek, hein. Nous, on s'en sert pour la culture, mais dès que vous allez aller creuser, vous allez trouver des ouvrages scientifiques. Donc, vous allez trouver beaucoup l'expression gamétophyte. Gamétophyte, c'est la plante, on va dire la plante prise dans son ensemble, moins ces organes qui portent les spores. Vous le retrouverez partout, là, on le revoit, même chez les mousses, les choses comme ça. Donc, soyez pas perdus, gamétophyte, retenez que c'est votre tige de sphaigne vivante. Et sporophyte, c'est la partie qui porte les spores. Ok, là c'est une distinction donc, que je vous ai fait avec les lycopodes. Le lycopode, ça n'a rien à voir, mais du tout, du tout. Beaucoup plus proche des fougères. D'ailleurs, on le retrouve parfois dans des livres sur les fougères. Mais j'ai quand même vu des gens ramasser des lycopodes pensant qu'ils ramassaient des sphènes, sachant qu'il y a des lycopodes qui poussent dans la sphène. Ça, j'en avais rencontré pas mal en Écosse. Je vous fais pas la différence sur les organes reproducteurs parce qu'ils n'ont vraiment rien à voir. Mais l'un des critères de distinction intéressant, c'est que vous voyez la tige de la sphène, là, tout le long, elle est complètement nue et elle a juste ces grosses feuilles qui se séparent par points. Or, le lycopode, il est entièrement écailleux et comme beaucoup de plantes, il a des racines ou des rhizoïdes et il n'y en a jamais chez la sphaigne. Hop là. Je vous laisse me dire, comme je vois pas le chat, hein, si à l'oral, s'il y a des questions. Mais sinon, je continue à faire mon petit bonhomme de chemin en avançant. Donc là, je vous ai fait juste un petit focus organe reproducteur, mais c'est parce que vous allez vraiment beaucoup le voir dans les ouvrages scientifiques et dans la nature. En fait, une fois qu'on le sait, on voit très bien la différence. La sphaigne, ça ressemble vraiment à ça. Là, c'est un dessin, mais ça ressemble vraiment à ça. C'est des toutes petites boules, hein, qui peuvent expulser très puissamment leur sport, soit soit au contact de la pluie. Euh, ça c'est un schéma comment ça s'appelle? D'une hépatique à feuilles. Donc voilà, un gros fruit, on va appeler ça en haut. Chez les mousses, ça a toujours cette forme voilà, un peu oblongue que je vous décrivais au bout d'une assez longue tige. Et de toute façon, chez les hépatiques, mâles ou femelles, chez les hépatiques mâles ou femelles, ça n'a rien à voir, donc il n'y a pas besoin de se poser la question. Sachant que c'est pareil, là je vous montre une sphaigne, je vous dis pas si elle est mâle ou femelle, parce qu'on n'a pas vraiment le temps d'aborder le genre précis de toutes les espèces de sphaigne. On verra ça un peu plus tard dans leur reproduction. Toc, toc, toc. Donc là, voilà. Donc là, c'est juste que comme je vous ai mis beaucoup de schémas avant, là, je vous mets des photos, mais voilà, on voit très très bien en fait la différence entre un brin de sphaigne et l'image d'une hépatique. On voit plutôt bien là la différence en fait entre notre sphaigne qui a vraiment ce capitulum là au bout et la mousse qui n'a pas de capitulum. Là, la mousse en fait, elle est jamais terminée par un gros bourgeon comme ça. Et c'est le critère de distinction visuelle, c'est ça, hein. Voilà, ça c'est du polytrique, parce que c'est vraiment la plupart des confusions, j'ai l'impression, elles sont faites avec ça. Donc on voit bien que le polytrique, il est beaucoup plus dans son feuillage, qu'il n'a pas de capitulum, et puis l'organe sexuel, enfin le fruit du polytrique, ça n'a rien à voir.
sachant que le polytrique pousse très 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 bien dans la sphaigne. Et ça, si vous en avez chez vous un jour, que vous avez un petit brin qui se met en travers, ça va pousser dans tout votre pot, ça va plus ou moins l'envahir. Et pour arriver à s'en débarrasser, il ne faut pas seulement couper la partie aérienne, il faut vraiment retirer le brin de polytrique en entrée, y compris la partie enterrée. Et ça, bah, c'est des lycopodes. Bon, ça, c'est un lycopode qui ressemble pas du tout, mais bon. Vu que j'en ai vu 2-3 fois arracher et que les lycopodes sont la plupart protégés, je vous remets un petit coup la différence entre les deux. Ok. La partie la moins glamour est passée. J'espère que je suis pas allé trop vite. Et j'espère en même temps que c'était pas trop ennuyeux, mais je pense que c'était utile, surtout s'il y en a qui veulent creuser le sujet. Et là, bah, je vous présente de très belles sphènes qui viennent toutes d'Écosse. Et il n'y en a aucune rouge parce que celle la plus marron, la plus à gauche, là, en fait, c'est la photo qui la rend comme ça, mais elle est presque noire dans la nature. Et voilà, les autres, c'était des jolies petites sphènes. Et on est parti sur ce qui peut intéresser les gens. Enfin, ce qui peut vous intéresser. J'espère que le reste vous a quand même un peu intéressé, mais bon, je me leurre pas. Donc la croissance de la sphène, ça c'est pour montrer en gros la physiologie d'une sphène. Je pourrais aller en chercher parce que j'ai un pot en verre dans mon garage dans lequel j'en ai fait pousser et on voit très bien ça. En gros, la sphène, on a la partie sommitale qui est vivante et elle pousse sans cesse vers l'avant, sans racines en dessous. Et elle se décompose au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on a la partie vivante, la partie morte encore solidaire, la partie morte en décomposition. Et c'est donc je vous montre à droite en gros un schéma d'une tourbière. Bon là c'est une tourbière forestière, mais c'est une tourbière. Donc on a la sphaigne qui est vivante. Sous la sphaigne, en gros la frontière, la jaune, la partie en décomposition, c'est la frontière sphaigne tourbe blonde. La sphaigne décomposée, c'est la tourbe blonde. C'est pour ça en fait que la plupart de nos plantes de tourbière poussent très bien dans la tourbe blonde. C'est parce que c'est la première couche solide sous les sphènes, la tourbe blonde. La tourbe brune, elle est déjà très décomposée. C'est vraiment plus du tout la même composition chimique. Et après, bon, on a les charbons, le pétrole. Vous savez très bien que c'est plus du tout les mêmes compositions chimiques. Mais voilà, l'étagement de la pousse de la sphaigne vivante, morte, décomposée, très décomposée et fossile, c'est ça. Bon, je pense que ce plan de coupe, tout le monde l'avait en tête, mais je l'ai mis au cas où. Alors, on attaque le cycle de vie de la sphaigne. Et là, j'ai trouvé que des schémas en anglais, donc je vais essayer de vous les traduire et surtout de les vulgariser et de vous expliquer comment ça marche. Tout d'abord, je vais vous dire que la sphaigne, elle a, comme, comme beaucoup de plantes, deux modes de reproduction. Elle a un mode de reproduction sexué et un mode de reproduction végétatif. Donc ça, c'est le mode de reproduction sexué. C'est en gros une cellule mâle qui rencontre une cellule femelle et pof, ça fait des petits, hein. Mais il faut quand même que je vous présente le cycle de vie pour vous l'expliquer. Donc là, on va partir Alors, on va pas partir du 1, qui est la cellule femelle. En fait, on va partir du gamétophyte parce que c'est ça que vous verrez dans la nature. Donc le gamétophyte, on a dit que c'était la plante, la sphaigne entière. Elle est porteuse La plupart des sphègnes sont porteuses et des organes mâles et des organes femelles. En gros, il va y avoir une expulsion des cellules spermatiques de la sphaigne, donc qui vont rejoindre les cellules femelles qui sont peu distantes. Après cette fécondation, donc là, hop, c'est diapo là. Après ces fécondations, on va avoir la poussée des capsules, ce qu'on appelle le sporophyte. Pourquoi on appelle ça sporophyte? Parce que ça porte les spores. Ça fait pas de graines, les sphènes, ça fait des spores. Voilà, donc on a un sporophyte qui pousse, ça fait cette petite boule. Cette petite boule, elle est remplie de spores. Les spores sont expulsés dans la nature et là, hop, on arrive. La première phase de pousse de la sphaigne,
C'est ce qu'on appelle le prothéma. C'est un peu les premières feuilles qui sortent chez les plantes. Sauf que chez la sphaigne, ça ressemble à ce stade-là de leur croissance un peu à une hépatique. C'est le seul moment dans leur cycle de vie où on voit en fait le lien entre ces espèces, et de ce prothéma apparaît un nouveau gamétophyte. Donc là, je vous l'ai montré en photo, sauf qu'on va repartir de là. Donc, organe mâle, organe femelle, se féconde, sporophyte qui va expulser ses spores. La spore, alors ça, j'en ai pas parlé dans le schéma d'avant, mais là, ici et là, on voit les seuls moments où la sphaigne a des rhizoïdes. Elle a des mini-racines, là, vous les voyez ici. Hop là, on fait le prothéma et on repart sur le truc. Ce que je vous précise dans cette diapo, et qui est quand même intéressant, bon, enfin moi je trouve ça intéressant, après je vais pas vous forcer à trouver des détails comme ça intéressants, mais il y a des sphènes qui sont dioïques et il y a des sphènes qui sont monoïques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est pareil, je vous donne les termes au cas où vous les retrouvez. En gros, il y a des sphènes qui sont strictement sexuées, c'est-à-dire qu'il y a des brins mâles et il y a des brins femelles. Et il y a des sphènes qui portent les deux sexes sur le même brin. Euh, c'est un critère de distinction de certaines espèces, sauf que c'est pas visible à l'œil nu. Donc on va pas creuser. Je vais rien vous montrer qui est pas visible à l'œil nu, mais c'est juste pour vous dire que c'est certains collectionneurs de sphènes. Là, j'avais vu ça chez des Italiens. Voilà, chercher et le brin mâle et le brin femelle de certaines sphènes. Hop là. Alors. On passe à la reproduction végétative, c'est celle qu'on voit le plus. Et là, on voit quand même que j'ai été en CP il y a longtemps et que j'ai mon diplôme d'artiste paint. Donc, le premier mode de reproduction végétative s'appelle l'innovation. En gros, votre sphène, là, vous avez votre sphène qui va pousser. On a des rameaux, les rameaux perpendiculaires là qu'on a vu. Est-ce que j'ai un plus beau schéma de rameaux perpendiculaires? Attendez, hop là. Voilà, ces gros rameaux là perpendiculaires. Là, on voit qu'ils sont plus gros que les autres. Et eux, ils ont une fonction qui n'est pas seulement la photosynthèse, c'est-à-dire que ces rameaux perpendiculaires, c'est ceux que j'ai dessinés là. Ils peuvent avoir une croissance qu'on va dire pas anormale, mais particulièrement vigoureuse, et se mettre à grossir particulièrement. Ils vont s'orienter légèrement vers le haut, et là, ils peuvent devenir un brin de sphaigne à part entière et démarrer en fait un nouveau capitulum entier avec un nouveau gamétophyte entier avec un capitulum, là, une tête de sphaigne au bout. Et quand la sphaigne, avec sa décomposition, va se fragmenter, et ben, au lieu d'avoir un brin de sphaigne, on en aura trois qui vont pousser parallèles les uns aux autres. C'est quelque chose qui se voit très bien chez les... Enfin, ça se voit pas tant que ça, mais ça explique très bien les très fortes densités de sphaigne qui poussent en coussin. C'est-à-dire qu'il y a quelques brins les uns à côté des autres, mais comme ils se divisent et ils se poussent les uns les autres et ils augmentent en fait en volume de l'intérieur, ça fait des mottes très denses. Voilà, ça c'est le mode de reproduction le plus classique. En fait, quand on a déjà de la sphaigne qui fonctionne en culture chez soi, euh, elle s'auto-reproduit de cette façon. Sachant que donc je vous présente celui-là en premier parce que en fait l'innovation ça peut être un peu une conséquence de ce qu'on va voir juste après. Alors non, pas juste après parce que c'est ce qu'on verra après ça. Donc là juste ce que je vous ai montré dans le schéma de la reproduction sexuée, c'est un prothéma donne un gamétophyte. Ponctuellement, un prothéma peut donner plusieurs gamétophytes et c'est une reproduction végétative parce que c'est juste que
Au tout début de sa vie, une plante, elle est essentiellement constituée de cellules indifférenciées. C'est un peu pour toutes les plantes. Et donc, elle a plus de chances que d'avoir des cellules qui peuvent redémarrer une plante complète. Ça marche chez les sphènes aussi, à ce stade-là. Hop là, voilà. Euh, la multiplication par rameau de capitulum, bon, ça c'est le bourgeon apical. Là, je suis assez content de mon dessin. Euh, non, mais en gros, tous les brins du bourgeon de la sphène, là, de la tête de sphène, peuvent à un moment ou à un autre, parce que c'est là où il y a la croissance de la plante, hein, se mettre à pousser plus vite que les autres et à démarrer un nouveau brin de sphène. Et le dernier mode de reproduction que je vous ai mis, c'est la régénération. En gros, vous coupez un organe de la sphène et il fait le ver de terre. Il repousse un brin de sphène de chaque côté. Je vais revenir quelques diapos avant. En fait, ici, là, l'innovation, c'est quand c'est à ce stade-là. Mais on voit que là, il y a de la sphène, comment dire, elle est blessée. Donc, elle va aussi faire de la régénération. C'est très sensible quand la sphène se dessèche et part en morceaux. On va se retrouver avec une situation où elle se dessèche et elle part en morceaux, donc les brins de sphène entiers, on va dire, vont se détacher les uns des autres, mais on va se retrouver avec une espèce de poussière de sphène ou de morceaux plus ou moins gros qui se situent à cet endroit-là. Et en fait, ces endroits-là peuvent se régénérer et il peut y avoir des brins de sphène qui démarrent à cet endroit-là. C'est pour ça qu'en culture, souvent, on dit aux gens de couper au ciseau leurs brins de sphène et de faire des petits morceaux de sphène. C'est pas, enfin, c'est pas anodin, c'est juste que la sphène, au moment où elle va réparer ses organes et ses tissus, il y a aussi des chances qu'elle démarre un nouveau brin. Voilà, touk touk touk. Donc c'est ce schéma de J- très grande qualité. J'avais une petite question qui a été posée dans le chat que je voudrais pas perdre. Même si ça retourne un tout petit peu en arrière, j'aimerais savoir ce qu'il pense de la Sphagnum pilaesi, parce qu'elle ressemble pas vraiment aux sphènes habituellement. Est-ce un sphagnum plus primitif que les autres? Sphagnum pilazi, faut que je regarde la tête qu'il a, hein. Pilaesi, P-Y-L-A-E-S-I-I. Attends, Vas-y, vas-y. Sphagnum. Comment tu as P-Y, dit? Ah oui. P-Y-L-A-E-S-I-I. Ouais, si, en fait, c'est une sphène juste avec un petit capitulum très dense, mais si tu la regardes au microscope, tu verras que c'est vraiment une sphène. Je peux vraiment pas vous le montrer ce soir. Alors juste, je fais de la pub, mais parce que c'est ma maison d'édition préférée. S'il y a Vas-y, des vas-y. fans qui ont vraiment de l'argent à gaspiller, les Bryophytes de France volume 2. Ok. Il y a le Ah volume ouais. 1, et là, il y a juste les 36 espèces de sphènes françaises. C'est des très beaux livres, hein. Euh, voilà, il y a des photos, c'est un peu les Redfern Natural History de la Ah oui, Seigne. d'accord. Ok. Euh, voilà, donc je sais pas si ça se voit bien, mais les morphologies, en fait, on a l'habitude, nous, de voir en culture ou dans la nature à peu près tout le temps les mêmes morphologies de sphènes. Je vous montrerai des photos après, mais il existe des sections. Alors, je suis vraiment pas rentré dans ce détail-là, hein, mais il existe des divisions de la sphène en sections. Je sais plus exactement le nom des sections, avec des caractères extérieurs qui se rassemblent. Par exemple, il y a des sphènes qui ont l'air un peu comme si elles étaient très douces, très soyeuses, avec des longs cheveux. Il y en a qui font des très longues branches sur le bourgeon apical. Il y en a qui ont l'air presque comme si elles étaient congelées, cristallisées. Et ça, quand on les voit à côté. Alors, c'est vraiment dommage que j'ai cassé mon autre téléphone parce que j'étais allé prendre des photos justement de ma tourbière dehors. Parce que là, c'est la meilleure saison pour avoir des belles photos de sphènes. Euh, et comme j'ai des espèces qui sont pas censées pousser à côté, mais qui poussent à côté, on voit très très bien les différences de morphologie. J'essaierai de faire ça la prochaine fois si je vous fais gagner des sphènes.
Il y a des sphènes dont le bourgeon fait 2 cm de diamètre. Il y a des sphènes dont le bourgeon fait un demi-centimètre de diamètre, même pas, et c'est une toute petite boule hyper dense. Donc, j'ai pas d'avis sur cette sphène-là. Je suis pas bryologue moi-même, hein. J'ai une petite collection qui s'est faite au fil du temps et de choses comme ça. Mais là, les images que je regarde, je retrouve les caractères morphologiques qui permettent de le classer dans le genre des sphagnales. Est-ce que j'ai répondu à la question ou j'ai complètement digressé? C'est une maladie, hein, c'est pathologique chez moi de digresser. Non, c'est bon, je pense. Ah, t'es passionné, c'est le plus important. Euh, Ouais, est-ce que c'est bon pour ça ou pas? Sur le chat, ça a l'air d'être bon. Ouais, ouais. Oui, il dit que c'est bon. Merci, Nickel. merci. Comme il est un peu tard, j'essaie quand même d'avancer. Alors, ah oui, bah là je l'ai noté. Alors là, vraiment, je suis désolé, je suis obligé de passer par cette diapo. Sur laquelle il n'y a même pas d'image parce que ça rentrait plus. Donc oui, c'est une diapo fade, c'est une diapo austère, mais c'est une diapo importante parce que ça, le, on a eu plein d'échanges où il y a des gens qui disent oui, mais la sphaigne rouge c'est une arnaque. Oui, mais moi la sphaigne elle pousse hyper bien chez moi. Oui, mais moi la sphaigne elle pousse pas chez moi. Oui, mais celle-là, moi je trouve que la sphaigne ça pousse bien en terra. Et maintenant que vous avez suivi au moins une grande partie de cette conférence, j'espère que vous n'êtes pas tous partis, et ben en fait, vous allez arrêter de dire la sphaigne, vous allez dire les sphègnes, et je vais vous expliquer en gros la problématique. On retient en moyenne, je crois que moi je me suis noté 7 critères, mais 6 critères, ouais, 6 critères de bryoécologie, c'est-à-dire de là où poussent les sphègnes. En gros, c'est est-ce qu'elles poussent en milieu acide ou basique? Et là, vous allez vous dire, mais il est fou ce type, parce que nous, on nous dit tout le temps que, en fait, les sphègnes acidifient les milieux. Oui, mais quand même, il y a des sphègnes qui poussent dans ce qu'on appelle les bas marais alcalins ou alors des bas marais calcaires. Et donc, il y a des sphègnes qui poussent en milieu basique. Même s'il n'y en a pas qui ne poussent que dans des milieux basiques, c'est-à-dire qu'il y en a qui poussent dans des milieux très acides et il y en a qui poussent dans des milieux, on va dire, ouais, des sphènes qui sont, alors elles s'appellent méso-acidiphiles, mais ça veut dire moyennement qui aiment l'acide. Voilà. Mais je préfère déjà donner ce contexte-là. Quelqu'un qui va dans la nature, je lui déconseille de ramasser de la sphaigne déjà parce que c'est pas bien. Mais autant il va en ramener chez lui qui va crever en, en 3 semaines dans ses plantes parce qu'il aura complètement dénaturé son milieu. Surtout que nous on est en milieu quand même très acide. L'ombre et la lumière. C'est pareil. Nous, la plupart de nos plantes carnivores, elles poussent en pleine lumière. Et pourtant, il y a des sphègnes qui se plaisent pas, enfin, et elles poussent dans la sphaigne. Alors, il y a des sphègnes qui poussent complètement à l'ombre. Je crois que j'ai essayé de vous trouver des photos. Moi, j'en ai en forêt. Vous trouverez régulièrement dans certaines forêts, un peu dans l'est beaucoup dans l'est de la France, un peu dans le Massif central, des sphègnes qui poussent complètement à l'ombre. Ça s'appelle sciaphile, qui aime pousser à l'ombre. Je crois que c'est ça le terme, hein, c'est sciaphile, ouais. Qui aime pousser à l'ombre. Il y a des sphègnes qui sont quasiment strictement sciaphiles. Et il y a des sphègnes qui sont très héliophiles. Héliophile, c'est qui aime pousser au soleil. Donc c'est pareil, le choix de sa sphaigne dépend de son milieu de culture. Il y a des, si on a bah, je prends, je sais pas moi, des népenthes un peu à l'ombre, des choses comme ça, on peut se permettre de leur donner des sphènes sciaphiles, surtout que si elles ont pas mal de soleil, mais pas trop, elles se plairont encore plus. Mais si on a des plantes à l'ombre, ça sert à rien d'aller leur donner des sphènes hyper héliophiles qui vont perdre toute leur couleur, qui vont perdre toute leur vigueur et leur densité. La présence ou l'absence de nutriments, c'est pareil. Nous, en culture de plantes carnivores, on cultive en milieu pauvre. Il y a des sphènes qui poussent en milieu relativement. Alors là, je vous ai mis les termes pour que vous les revoyiez plus tard, mais en gros, oligotrophile, pas de nutriments, eutrophile,
aiment les nutriments mésotrophiles entre les deux. Mais donc, il y a des sphènes quand même relativement eutrophiles et qui poussent beaucoup mieux dans des milieux avec une quantité de nutriments importante dans le substrat. Alors que beaucoup de sphènes poussent dans des milieux complètement oligotrophes, c'est-à-dire zéro nutriment et elles le vivent très bien. C'est pareil, la quantité d'humidité. Moi, pour avoir fait le test, donc il y a des sphènes qui poussent, on va dire, plutôt hautes sur des buts. Il y a des sphènes qui sont en bord d'eau et il y a des sphènes qui sont légèrement immergées. Les sphènes immergées, vous ne pouvez pas les mettre complètement hors de l'eau. Les sphènes qui poussent complètement hors de l'eau, si vous les laissez trop longtemps, alors ça ne va pas arriver tout de suite, hein, mais si vous les laissez trop longtemps immergées, elles vont perdre leur couleur, puis petit à petit, elles vont se déliter et mourir. La température, ça c'est pareil, j'entends souvent, oui, mais la sphène de Madagascar, elle est de moins bonne qualité que la sphène du Chili ouais, je crois que je redis ce que je vais dire plus tard, mais en fait c'est juste qu'elle pousse pas au même endroit. Donc moi j'avais récupéré sur le chantier d'une route en Écosse des sphènes qui ont l'habitude du froid. Elles ont un peu pourri en terrarium quand je les ai testées. J'ai pas de sphène du Chili ou des choses comme ça, mais voilà, il faut adapter la température. Et la présence et la quantité de minéraux, c'est pareil. Elles ne poussent pas que dans des milieux complètement pauvres en minéraux. Donc c'est à distinguer. Pas besoin d'acheter des livres à 100 balles, hein. Il y a des guides très très bien en ligne pour les sphènes si vous cherchez les milieux. Et de manière générale, il y a une grande distinction pour les sphènes, c'est est-ce qu'elles poussent dans la forêt ou est-ce qu'elles poussent en milieu ouvert. Je vais juste vous montrer pourquoi cette diapo est peu conviviale, mais ce que je vous ai épargné, c'est ce genre de... Alors, tac, 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 je vais essayer de vous retrouver le genre de tableau en fait qu'on peut trouver sur les sphènes. Rapidos, à quoi ça ressemble? Si vous en voyez comme ça, vous n'êtes pas trop perturbé. Hop, voilà. Tadam! Je vais mettre ton image en grand. Attends, bouge pas qu'on voit. Ouais, Tac, qu'est-ce qu'on peut. Ouais, voilà. Et alors il n'y là, a en pas trop de fait, on voit focus, mais. acidité, milieu Ouais, de culture, et puis c'est marqué mésotrophile, machin ici. Et ici, on a ok. les sphènes par milieu. Ok. Et il y en a des pages, quoi, hein. Donc, je pouvais pas aborder, en fait. Il y a un moment où mon souhait premier, c'était d'aborder espèce par espèce avec les conditions de culture, mais voilà, il y a pas de fun là-dedans. Mais non, mais c'est pas à ma portée là techniquement, mais voilà. Donc en gros, je vous présente en tout cas tous les critères sur lesquels vous pouvez avoir une réflexion quand vous faites votre choix. Ok. Attends, j'avais une petite question. Je sais pas si tu veux en parler Ouais. après. Il pense quoi de l'hybridation des sphènes entre différentes espèces, genre Capifolium avec Rebellium et autres? Y a-t-il des J'ai limites au niveau lu, génétique qui fait qu'on peut pas tout hybrider ouais, bah entre alors genres? j'ai lu qu'il y avait des. Alors vraiment, on va être prudent sur mes compétences en botanique et en sexualité des bryophytes, hein. Mais donc, je sais qu'il y a des hybridations possibles. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une proximité génétique suffisante. Notamment, il me semble que les monoyoïques ne peuvent pas se reproduire avec les diyoïques. Sauf que je me souviens plus lesquels sont monoyoïques et lesquels sont diyoïques. J'avais un tableau là-dessus. Mais voilà. Donc, en fait, c'est un peu. On peut prendre Svein d'un côté. Hop là. Touc. On peut prendre Svein d'un côté et Drosera de l'autre. Il y a des Drosera que vous pouvez hybrider. Il y a des Drosera que vous hybriderez jamais. Même dans des plantes relativement proches. Et ben pour les Svein, c'est pareil. Je sais pas si c'est satisfaisant comme réponse. Si. Je pense, Mais ouais. essentiellement. Oula, Ah, ça lag. Y a pas que chez moi du coup. non, je Non. pense qu'il a craché. Est-ce qu'il va revenir?
ouvrages, voire des thèses Ah, sur la reproduction des bryophytes. Et moi, ce que je vous ai présenté, c'est vraiment ce que j'ai considéré utile mais abordable. Et après, on peut rentrer dans des trucs vraiment extrêmement techniques qui, à mon avis, dépassent un peu l'objet de ce qu'on fait là et aussi mes compétences. C'est- Voilà. Clément, Alors, il y a une question. ouais, euh, Peut-être que tu sauras répondre. L'espèce qu'on trouve en jardinerie en général de sphaigne, tu peux acheter en sachet. c'est Tu... Sphène du Chili. Ouais, Voilà. Sphène du Chili ou Sphène de Madagascar. En fait, il y a des grandes cultures de sphènes là-bas. Elles sont pas récoltées dans la nature, hein. Enfin, elles peuvent être récoltées dans la nature, mais ils font aussi de la culture parce que ça pousse plus vite sous serre. Et c'est souvent Sphène du Chili ou Sphène de Madagascar. Ok, merci. Voilà. il y a une question sur savoir où on peut trouver le livre que tu as montré. C'est les éditions Biotop. Où est-ce qu'on peut le trouver? Alors en fait c'est un peu le même problème que les livres Redfern, c'est qu'ils sont vite épuisés. Je pense qu'il faut le chercher sur Google, les bryophytes de France, et essayer de trouver. Je suis en train de réfléchir. En fait, il y a comment ça s'appelle? Il y a une bibliothèque en ligne spécialisée dans les ouvrages naturalistes. Et ben pour les faire vivre, parce qu'ils sponsorisent beaucoup de publications, ça vaut le coup d'acheter chez eux plutôt que chez Amazon. Mais il faut chercher. Les Bryophytes de France, volume 1 et 2, sachant que les deux volumes sont indépendants. Il n'y a pas besoin d'avoir les deux. Vous trouverez aussi Les champignons d'Europe tempérée, qui est un excellent livre, et Les fougères d'Europe et plantes alliées. Voilà, je leur fais leur pub. Plus des livres sur les oiseaux, enfin bon, voilà. Mais faut chercher. Les Bryophytes de France, volume 2. À l'époque où je l'avais acheté, il était quand même à 85 euros. Donc c'est un petit caprice parce il y a aussi de très bonnes publications en ligne, hein. Je vois des versions à 65 euros et à 85 euros, c'est ça. Ouais, sur Google, on les Ouais, trouve ouais, assez facilement, visiblement. Ouais. ouais. Et si je peux vous donner une petite information là avant d'aller plus loin, on peut trouver des clés d'identification terrain avec les caractères pour identifier les sphènes. Et il ne faut pas que ça vous choque si les clés d'identification elles sont en noir et blanc. Parce que la couleur n'est pas un critère d'identification chez les sphènes. Je le dis avant qu'on fasse un peu du drama sur les sphènes rouges et marron et noires. Ah oui, ça aurait changé, Euh, oui. Toutes les sphènes peuvent être vertes. Et en fait, les sphènes colorées ne le sont que dans leurs conditions de pousse optimale. Ok. Et moi, j'ai l'impression, en tout cas, que celles qui vivent bien chez moi, elles apprécient bien l'automne et le printemps, un peu moins à l'aise en été. Et donc, j'ai l'impression que le delta température jour-nuit, l'ensoleillement sans être brûlé au soleil, et après, comme elles ont toutes poussé, parce qu'elles sont depuis longtemps dans les pots, elles se sont un peu mis là où elles étaient, ça leur plaît bien. Donc ça, c'est un petit tips pour les gens, parce que je sais que tout le monde, je sais pas, enfin non, si, je sais, parce que je suis pareil que les autres, donc, mais beaucoup de gens cherchent de la sphène rouge, veulent faire pousser de la sphène rouge, veulent avoir de la sphène rouge. Donc des sphènes rouges, il y en a des sphènes qui sont rouges à un moment. Moi, j'en ai trouvé au moins dans diverses publications une douzaine d'espèces en France et une vingtaine d'espèces dans le monde. Euh, En France, par contre, in situ, j'en ai vu très peu, alors qu'en Écosse, j'en ai vu vraiment de partout. Pour ceux qui avaient vu le diaporama sur les plantes carnivores écossaises, il y avait vraiment beaucoup de photos dans des tas de sphènes de toutes les couleurs. Voilà. Mais donc, les sphènes colorées de... Alors, j'ai cherché parce que je savais que en fait, ce que tout le monde voulait, c'était savoir pourquoi les sphènes sont colorées. Je n'ai trouvé aucune publication scientifique qui soit capable de m'expliquer les différences de coloration entre les sphènes et pourquoi elles ont de la couleur à un moment et pas à un autre. Et donc,
Donc, s'il y a s'il y a des gens qui ont des explications précises là-dessus, je veux bien. Sinon, globalement, hein, il y a la cellule hyaline, donc celle qui se remplit d'eau quand elle est pleine d'eau. Elle remet vivante autour d'elle la sphaigne. Et en fait, le colorant, il est dans les parois. Dans ce qui est typique d'une plante chlorophyllienne. Et il ne faut pas confondre par contre la couleur d'une sphaigne et tous les tanins qui remontent dedans par capillarité et qui noircissent la plante quand elle sèche, hein. Mais donc, les sphagnes colorées, globalement. Donc, j'ai mis qu'elles étaient. Je vous propose cette idée pour aller les voir. Donc, oligotrophiles, c'est-à-dire dans des milieux très pauvres en nutriments. Les tourbières, c'est très bien pour ça. Ou alors, les bords de ruisseaux tourbeux avec un faible débit. C'est par exemple les petits ruisseaux qui alimentent les tourbières. C'est vraiment top. Héliophiles, donc on les trouvera en plein soleil. Et c'est vraiment au soleil qu'elles vont exprimer leur couleur. Parce que les plantes colorées à l'ombre, elles ont tendance à être plus vertes pour avoir plus de chloroplastes. En gros, c'est ce qui leur permet de faire de la photosynthèse. Voilà. Et parce qu'elles tablent sur leur survie plutôt que un peu leur charme. Et hygrophiles, c'est-à-dire qu'elles sont dans des milieux. Donc elles aiment l'eau, mais toutes les sphènes aiment l'eau, hein. Il n'y a aucune sphène qui est hygrophobe, mais pas immergée. C'est pas des hyper hygrophiles ou hyper immergés. Et donc là, je vous remets une petite précision sur les températures. Les sphènes rouges, Chili, Madagascar, Écosse, Indonésie, forcément, elles n'ont pas les mêmes conditions de culture. Je pense qu'au Chili, ça doit être assez proche, ou en tout cas plus proche de ce qu'on a chez nous, parce qu'il y a déjà des vraies saisons. Et c'est quand même un peu plus froid, alors que Madagascar et Indonésie, c'est quand même plus tropical. Et donc, c'est des sphènes plutôt acidiphiles. J'ai oublié de vous le préciser, mais donc là, je vous montre un exemple d'une sphène qui est rouge foncé pourpre. Donc, je ne vous ferai pas l'outrage de prononcer le nom, mais il est écrit dessous. Je vais quand même tenter. Warnstrophy. Et qui est peu acidiphile. Donc, bas marée alcalin, enfin pas alcalin, mais bas marée tourbeux, des choses comme ça. Et très hygrophile, c'est-à-dire plus que la moyenne, c'est-à-dire qu'elle est vraiment à ras de l'eau, où elle peut être légèrement au-dessus ou légèrement au-dessous, mais c'est pas une sphène qu'on va trouver comme d'autres sphènes rouges, vraiment sur les buttes qu'on trouve déjà à quelques mètres de l'eau. Ok, sur les sphènes colorées, c'est bon? On passe aux sphènes vertes qui n'intéressent personne et pourtant qui sont très très bien parce qu'elles poussent très très bien, elles sont très polyvalentes, elles sont très résistantes et elles sont plutôt tout le temps vertes. Donc c'est bien ça, le terme c'est sciaphile, c'est qui aime pousser à l'ombre. Et on en voit pour les gens qui vont aux champignons. Souvent, quand on se balade en forêt, un peu en dehors des chemins, on en croise. Et c'est des sphènes qui font plutôt des longues fibres. On les voit, elles sont très allongées parfois avec des très longs rameaux le long du capitulum et plutôt espacées. C'est des mottes moins denses, mais voilà, elles ont. Il n'y a pas que les sphènes rouges dans la vie, elles méritent qu'on les considère. Et donc là, je sais que tout le monde est venu pour ça. Donc, je vous présente des sphènes colorées. Alors, la sphène que la plupart des gens connaissent, c'est celle-là, là, en bas au milieu, Sphagnum magellanicum. C'est la sphène rouge foncé, en petits bourgeons, denses. Et là, on voit, ce qui est bien, c'est qu'on voit des grosses différences de physiologie entre les sphènes. Donc, je ferai une digression là-dessus. Et puis, je ferai une digression sur le fait qu'ici, on voit du polytrique qui pousse au milieu et qu'on voit très bien que c'est pas de la sphène. Mais donc, Sphagnum magellanicum, la plupart des gens qui ont la sphène rouge, ils ont celle-là. Ou en tout cas, ils pensent avoir celle-là. Et on voit qu'elle devient rarement entièrement verte. On a des petits indices de pousse rouge. Et ça, c'est une sphène qui aime vraiment bien pousser au soleil, très héliophile.
qui supporte relativement bien une large plage de température, qui n'aime pas trop être immergé. Sphagnum contortum, c'est une sphène marron. Ça paraît pas top comme ça, mais quand on les voit dans la nature, c'est vraiment des très beaux ensembles. En fait, elles font pas sphène malade, hein. Celle-là et Fuscom, elles font vraiment très marron, très joli, presque doré, très sympathique. Et ok, donc voilà, ça c'est des sphènes qu'on peut trouver en vente, hein. Il y a un Italien qui vend des sphènes, le site s'appelle Cox Nature. Si vous voulez vraiment casser votre porte-monnaie pour acheter des trucs qui survivront peut-être pas, vous pouvez aller chez lui. Mais au moins, il a une grande variété d'espèces très bien identifiées. Sinon, vous demandez à des gens qui en ont, un jour ils font un effort, ils vous en donnent. Voilà. Et donc là, je vais en profiter pour revenir sur la discussion qu'on avait. Qu'est-ce que tu penses de cette sphène ou de celle-là? On voit bien la physionomie de Fuscom. Là, on a le centre du capitulum, donc du bourgeon. On a des très longs rameaux qui ont quasiment pas de crénelage. Et là, au-dessus, on voit capilliforme. C'est des petites boules, là. On dirait que c'est en forme de tête. Et c'est vraiment pas du tout la même forme ou que Ruzoï, qui est tout pointu, sans crénelage. Ici, on voit Sphagnum contortum, qui a vraiment des poils tout le long de ses rameaux. Ici, c'est très crénelé. C'est des écailles. Donc voilà, vous pouvez avoir vraiment... Ce qui est vraiment dommage, et qui est complètement de ma faute, c'est qu'il n'y a pas l'échelle. Mais ça peut faire des très gros bourgeons, alors que ça fait vraiment des petites têtes denses. Voilà. La plus belle sphène rouge, et que des gens ont sans le savoir, parce qu'ils pensent avoir Magellanicum, c'est Sphagnum rubellum. C'est écrit dans son nom qu'elle est rouge. Elle s'appelle rubellum rubellum de rouge. Hyper héliophile, entre violet et rouge, pousse bien plutôt en terrarium ou dehors, survit aux hivers. Moi, chez moi, ça se plaît pas trop mal, ça, hein. Capilliforme, ça se plaît bien. Et ça fait des très très jolies touffes extrêmement denses. Par contre, ça a parfois tendance un peu à passer sur les plantes et à les empêcher de sortir. Et Ruzoï, je vous l'ai mis. Mais là, les photos sont pas magnifiques, mais c'est une sphène qui peut sortir très rose, rose transparente, très jolie, avec une bonne croissance. Donc voilà, moi sur les espèces colorées, en tout cas, je vous ai montré un peu un panel de couleurs qui existe. Je pourrais peut-être revenir tout à l'heure sur d'autres photos, parce que des photos à moi d'Écosse là, que j'ai mis au début, où on voit les sphènes qui sont assez jolies. Et on arrive doucement vers la fin. Ça, c'est la diapo que j'ai fait tout à l'heure. Alors, j'entends beaucoup que la sphène, c'est antifongique. Non. Parce que il y a... Alors là, j'ai pris des photos d'exemple, hein. Là, il y a des drosera, de la sphène et des champignons. Donc, s'il y a des champignons, c'est que c'est pas antifongique. Le mycélium, il est dans la sphène. Ici, c'est pareil. Là, le champignon, il est dans la sphène. Le mycélium est dans la sphène. Et moi, j'ai déjà eu du botrytis et des pourrissements de rhizomes de plantes qui étaient dans la sphène. Pour autant, comme ça acidifie le milieu et que c'est une niche écologique hyper exigeante, il y a quand même moins de champignons là-dedans que dans les milieux plus riches en nutriments, plus accessibles, les prairies, avec d'autres choses auxquelles échanger. J'ai un de mes livres sur les champignons qui présente plusieurs espèces de champignons qui ne poussent que dans les tourbières et particulièrement dans les sphènes. Donc voilà, c'est pareil, là c'est on va s'arrêter là-dessus, mais c'était le dernier petit truc que je voulais débunker. Il ne faut pas y aller trop loin sur le antifongique, se dire que ça va tout sauver. C'est juste que ça crée une niche écologique très exigeante avec l'acidité. Je vais hop là revenir juste vous montrer que les photos de Sphène. Voilà. Là, hop, je vais remettre cette diapo un peu plus gros à partir de la diapo actuelle. Voilà, là on voit des belles physionomies de Sphène, donc des toutes petites têtes hyper denses. Là, on se rend même pas compte qu'il y a un bourgeon apical là, parce que ils sont tous collés. Ici, là, on voit qu'il y a un peu un bourgeon, des petits poils autour. Et là, on a une sphène. Alors, je me souviens plus de son nom,
mais elle fait comme des cheveux sur l'extérieur. Et c'est vraiment pas du tout la même physiologie quand on la voit. Elle paraît presque douce au toucher. Et celle-là, d'ailleurs, elle supporte beaucoup mieux l'eau que les autres. Ok, moi, je suis arrivé au bout de ce que je pouvais vous dire là ce soir là-dessus. Tac, je vais remettre mon Eh deuxième ben, écran. c'est parfait. Ouais, je vous laisse remettre. Hop, vous êtes tous là. Parfait. Je vais fermer le Discord, le petit stream. Ouais, hop, là, j'arrête de Hop, streamer. c'est Et ça. comme Fermer le ça, je me stream et je vous remets. récupère tous les trois. Nickel. C'est Et parfait. t'as Bah un écoute, hybride à c'était. base de capilliforme et rubellum. T'as eu une autre petite question, je crois aussi, une observation sur la couleur. Je récupère. Je sais plus où il est. Est-ce que je vais récupérer l'interface? Hop, si. Ah ouais, Là. Ruzovi, c'est ça? Je savais pas. Il y Comme quoi? avait une observation Capifolium change en fonction des saisons chez moi. Elle est verte toute l'année et en automne elle devient rouge. La couleur rouge est influencée chez certaines avec la baisse des températures et l'arrivée de l'automne. Et il y en a d'autres qui restent rouges toute l'année. Ça dépend des espèces. Ouais, complètement. Complètement, c'est pour ça que la couleur n'est pas un critère d'identification. Il y a le milieu, et moi, c'est ce que je disais, là, j'ai vraiment l'impression que le frais, ou le delta chaud-froid, ou le frais, aide vraiment au développement de la couleur chez beaucoup d'espèces, quand même. Moi, j'en ai qu'une, en fait, qui reste rouge toute l'année, hein. Ok. Ok, Eh bien. hyper intéressant, El Turco, ce que tu nous dis. J'étais pas au courant et c'est top, ouais. Je suis en train de regarder si mon livre est à jour maintenant à cause de toi, ou s'il faut que j'en rachète un autre. Il me semble qu'il est vers là, Ruzoï, ouais. Ah voilà. Qu'est-ce que ça J'ai dit cette affaire? j'ai une question pour toi, Clément. La vitesse de croissance, est-ce qu'elle est influencée par l'espèce de sphinx ou plutôt par les conditions de culture? Par les deux. Les deux? Moi, j'ai des pots dans lesquels, là, en ce moment, j'enlève des poignées de sphaigne plusieurs fois par mois, tellement ils poussent vite. Parce que c'est le moment où elles se plaisent et que souvent les sphaigne en fait qui font un très gros bourgeon, une très grosse tête, elles poussent plus vite Oui. que les petites sphaigne très denses. Mais après des sphaigne en mauvaise condition de culture, elles poussent très lentement. Il y en a que j'ai déplacées chez moi là, qui sont passées derrière la maison à l'ombre, elles se plaisaient bien devant. Et quand j'ai mis mes Darlingtonia au frais, j'ai vraiment vu une baisse de la croissance radicale. Mhm. Ok. Bon, bah, parfait. Ouais, Olivier 53, en fait, l'été, la saigne, elle a tendance à pousser plus. Elle est plus verte, elle pousse plus. Moi, j'ai vraiment une grosse période de croissance, mais c'est les espèces colorées, j'ai l'impression qu'elles aiment moins la température homogène toute la journée. Voilà. Ok. Ouais. Plante à carnivore, ouais. Il y a une espèce dorée aussi, ouais. Bah, en fait, des couleurs d'espèces, il y en a. C'est vraiment dommage que je vais regarder si sur mon disque dur je retrouve des photos que j'avais prises en Écosse. Il y a vraiment toutes les couleurs. Le plus foncé que j'ai vu, c'est noir. Ok. Littéralement noir, qui tire sur le violet. Et après, il y a du vert qui tire sur le doré. Enfin, du vert qui tire sur le jaune. Et il y a du marron qui tire sur le doré. Les deux existent, ouais. Ah, mais voilà, bah, elles sont pas sur cet ordi, mes photos. Axus 62, Ok. mais est-ce que tu sais laquelle t'as acheté? Parce qu'il y a des sphènes qui sont vertes tout le temps, hein, sur Oui. Parce que la majorité des espèces est verte tout le temps. Moi, titre perso, celle que j'ai chez moi, C'est elle appelée reste verte toute gold l'année, par hein. certains vendeurs. Ouais, mais ça, il faut se méfier, ça. Gold, c'est pas un terme botanique, hein. Et c'est le Olivier 53, le soleil, la grille, ben, ça dépend des espèces, ça dépend de la quantité d'eau que tu lui mets, hein. Moi, j'ai des pots qui ont l'eau à ras-bord.
la sphaigne est quasiment au contact de l'eau, elle grille pas l'été. Et puis j'ai des pots dans lesquels il y a qu'un centimètre d'eau, il faut que par capillarité ça remonte tout le pot, puis bah, la sphaigne en surface est sèche et c'est à l'automne quand il pleut dessus qu'elle repart, hein. Hmm. Ouais, sur la photo du site, elle fait plutôt jaune, c'est possible. Ça, je peux pas te dire parce qu'il peut y avoir 1000 raisons pour laquelle elle est colorée à un moment et pas un autre. Ouais, il y a une demande sur les cultivars. Alors, pour qui il pourrait y avoir des Ouais, c'est cultivars. En compliqué. fait, moi, j'ai essayé de voir là avec un garde du parc des Cairngorms en Écosse s'il pouvait m'envoyer comment ça s'appelle? J'ai perdu le nom, la petite touffue noire. Est-ce que c'est un cultivar ou c'est une localité? Je sais pas. Je peux pas te dire, mais à ma connaissance, il existe des gens qui font de la reproduction de sphaigne in vitro et qui font des tentatives de croisement et de la reproduction volontaire. Donc c'est possible qu'il y ait des gens qui aient fait des cultivars pour Ouais. s'amuser, mais c'est aussi peut-être tu sais, une mutation sur une zone géographique qu'on a isolée, reproduit et qu'on a récupéré. Ça, j'ai pas d'avis là-dessus. Surtout palustre, pour moi, c'est un truc qui change volontiers de un peu de tête et de couleur. Bon, Donc messieurs, non, il est je connais déjà, pas du tout. il est déjà 23h15, messieurs et mesdames, d'ailleurs, dans le chat. Bah ouais. Euh, C'était ultra intéressant, vos deux confs. J'ai appris plein de trucs. Merci beaucoup d'avoir, en tout cas, partagé avec nous tout ça. Malheureusement, on doit s'arrêter là, mais pourquoi pas un numéro 2, un de ces jours. Les Pour Sphinx, le aller encore retour. plus loin. Mais c'est un monde vraiment incroyable. Je pensais pas que c'était aussi complexe. Je sais plus qui a dit ça tout à l'heure. Je crois que c'est Aquatique. C'est vraiment un monde incroyable qu'on soupçonne pas. Enfin, moi, à titre perso, en tout cas. Quand on regarde ça de l'extérieur, mais c'est ultra complexe. Et je pense que tu as très bien décrit et que tout le monde a. T'as rendu ça ultra accessible, même avec des termes un peu techniques. Mais c'est bien, il faut en mettre, c'est important. Et Donc, ouais. ouais, vas-y, vas-y. Bah j'allais dire là maintenant, hein, Google est l'ami de ceux qui veulent aller plus loin. Absolument. Mm. Vous avez les pistes, vous avez les noms, il vous a donné les mots-clés, etc. N'hésitez pas à faire des recherches par vous-même pour creuser le sujet si ça vous intéresse. Et puis, bah, je vous propose qu'on se quitte là-dessus. Je vous laisse peut-être un dernier mot, Alexis. Est-ce que tu voulais donner un dernier mot pour cette soirée? Bah, c'était une bonne soirée, plein d'informations. Moi, j'ai aussi appris sur les sphaignes. Moi qui me balade souvent en montagne, aux champignons ou autres, j'en vois régulièrement des variétés différentes, avec des couleurs différentes, des milieux Mm. différents. Et là, ça m'a permis d'éclaircir un peu pourquoi elles poussaient mieux là ou pas. Voilà, et c'était super intéressant. Ça Cool. marche. Merci beaucoup. Clément, je te Bah, moi laisse. je le redis, hein, je suis Ouais, content qu'Alexis ait fait une présentation sur mes plantes préférées. Et puis après, par contre, je veux plus faire de soirée avec Alexis parce que ses diaporamas, ils sont plus beaux que les miens. Oh, arrête. Non, mais toi, ils sont comiques, hein. c'est vrai que toi, lui, il maîtrise pas Paint peut-être. Moi, non, je maîtrise pas Et voilà, l'art comme ça. C'est continue. T'es sur la bonne voie. ne change rien. Bon, en tout Laurent, cas, et puis ouais. bah, merci à tous. Merci Laurent, merci David aussi d'être là. Et merci ouais, pour l'organisation. Ah, merci à tous Merci les à deux, toi c'était pour vraiment ton passionnant, on implication. a vraiment kiffé, hein. Ouais, Absolument. cool. Une On très fera pas bonne bien moins soirée bien une fois de ce plus. soir, oh là là, franchement. Avec plein de nouveaux mots, tout ça à mettre dans le jeu du chat. Bon, pas de gagnant sur le jeu du chat ce soir, même si ça a tryhard fort en début de soirée. Mais ça aura pas suffi en tout cas. Merci beaucoup les amis, on se quitte là-dessus. N'oubliez pas, on se Merci, revoit bonne soirée. le 15 pour la table ronde. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour nous encourager. Un petit follow, les likes sur nos vidéos de replay, s'il vous plaît, quand vous les regardez. Comme ça nous permet de monter dans l'algo. Et puis, bah, ça nous encourage à continuer. Merci beaucoup, une très bonne soirée à tous. Et on se Bonne soirée à tout le Salut, revoit monde. dans bonne 15 jours soirée. pour la table ronde le 15 octobre.
pour la table ronde, je crois, numéro 26. Merci beaucoup, à bientôt. Ciao, Ciao, ciao. ciao.